Précédemment dans Super Stream, le mois dernier, nous sommes revenus en long et en large sur la saison 2 de Squid Game pour vous donner toutes nos infos et nos meilleures théories sur la suite de la série à venir, que certains d'entre vous risquent de déserter. Et oui, vous n'êtes pas moins de 70% à avoir déclaré ne pas aimer cette saison 2. Cette fois-ci, un vent de nostalgie va souffler sur notre podcast. Super Stream épisode 9, c'est maintenant. Enfin, je préfère la pièce, mais j'aime. Tu défends les faibles et les opprimés. Voilà. C'est pour sortir les anciens dossiers, Laurent. Mais je sais que toi, tu attends. Je te fais un jingle maison. Super Stream. Bonjour à tous, vous écoutez Super Stream, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré au programme de streaming. Vous aurez peut-être parfois l'impression de vous être trompé d'époque en écoutant cet épisode. Alors c'est normal, on va parler de deux programmes cultes qui font leur grand retour. Mais avant cela, nos super chroniqueurs sont bien sûr au rendez-vous pour vous livrer leur coup de cœur et coup de gueule du mois. Bienvenue à Juliette Osbrock, Émilie Lopez et Marc Arlin. Bonjour. Salut. Hello. Et on commence tout de suite par des coups de cœur. C'est bientôt les Oscars, bientôt les Césars. On parle beaucoup de séries et de documentaires dans ce podcast, mais on parle plus rarement de cinéma. Et notre monsieur cinéma à nous a décidé de faire un coup de cœur sur un film. On enregistre la veille de la Saint-Valentin, donc là on ne va être que amour, on va proposer que des coups de cœur. Donc c'est moi qui inaugure. 2024, ça a été une super année pour le cinéma français. Avec je crois 45% de part de marché, ce qui arrive très rarement, donc devant le cinéma américain. Donc on a beaucoup parlé du Comte de Monte-Cristo, de L'amour ouf, d'un petit truc en plus. Mais il y a d'autres films plus discrets qui méritent aussi un coup de projecteur. Et moi, je voulais du coup mettre ce coup de projecteur sur un film qui s'appelle Les Fantômes, qui est sorti au cinéma en juillet dernier et qui sera disponible sur Canal+ et sur MyCanal à partir du 25 février. Alors, c'est pas un film très joyeux, je préviens tout de suite, mais bon, vous avez l'habitude maintenant, les auditeurs de Superstream, que parfois on recommande des choses pas très joyeuses, mais très bien. C'est le cas pour ce film. Donc, on suit en fait le membre d'une organisation secrète d'opposants au régime de Bachar el-Assad en Syrie. Et en fait, cette organisation poursuit des criminels de guerre. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film on va dire, d'espionnage et de poursuite, mais complètement hors des canons habituels. C'est un très beau film, très documenté. En fait, c'est un film où, en gros, tout est centré autour de est-ce que c'est vraiment le criminel de guerre qu'on suit, enfin que ce personnage suit, est-ce que c'est vraiment lui qui l'a torturé ou pas? Donc, je ne vous dis pas évidemment ce qui va se passer. C'est un film vraiment étonnamment sensuel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose sur le grain de l'image, sur le toucher qui est très très beau. Il y a une super idée aussi, c'est que du coup, les membres de cette organisation secrète ne peuvent pas communiquer entre eux de façon, on va dire, classique. Donc, ils le font à partir d'un jeu vidéo de guerre. Donc, en fait, c'est le seul endroit où ils peuvent parler de bombes et d'attentats sans éveiller les soupçons. Donc, voilà, il y a plein d'idées super. C'est très très fort, c'est très très bien interprété. L'acteur principal, Adam Bessa, est nommé au César pour la catégorie meilleure révélation masculine. Et le film est nommé dans la catégorie meilleur premier film. Voilà, donc j'espère qu'il gagnera. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais il le mérite. Donc Les Fantômes sur MyCanal à partir du 25 février. Donc un gros coup de cœur. Et on va rester, c'est quand même peu commun de parler deux fois de fantômes en quelques minutes. Mais Juliette aussi, tu as eu un coup de cœur pour des fantômes, mais dans un genre bien différent pour le coup. Oui, ça y est, je pense qu'on a bien plombé l'ambiance, donc repartons sur quelque chose Non, mais d'un les tiens peu sont fun. plus rigolos, je crois. Exactement. Ouais. Moi, pour être tout à fait honnête avec les auditeurs, j'avais beaucoup de mal à me décider ce mois-ci. Honnêtement, je trouve qu'on est dans un creux de la vague là depuis un mois et demi. Je trouvais rien de très bien. Et en même temps, je trouvais rien qui méritait mon courroux non plus pour que je pousse un énorme coup de gueule. Donc voilà. Mais du coup, ça m'a fait revenir au basique des séries. Et je vais vous parler de la série Ghosts, qui est arrivée sur Netflix il y a quelques semaines. Donc, c'est la version américaine, puisqu'il existe deux versions de Ghosts. Il y a la version anglaise et américaine. Sur Netflix, c'est l'américaine. Donc, c'est l'histoire d'un jeune couple qui hérite d'une grande bâtisse un peu éloignée de New York. Il s'avère que cette bâtisse est tentée de tous les gens qui sont morts sur le domaine depuis plus de 1000 ans. Et par un coup du sort, la nouvelle propriétaire se cogne la tête et du coup voit les fantômes. Pas son conjoint. Et en fait, ça donne lieu à une petite sitcom hyper mignonne, hyper douce, hyper cosy. Il y a un côté très old school. C'est vraiment dans la mise en scène, mais je pense que c'est vraiment intentionnel. Il y a un côté très
gags à l'ancienne, comme les sitcoms des années 90. Alors, pas de panique, il n'y a pas les en fond dès que quelqu'un fait une vanne. Mais voilà, il y a vraiment ce côté à l'ancienne, un peu remis au goût du jour, franchement, qui fait vraiment un peu le charme de la nostalgie, même si c'est un pitch qui est nouveau. Les personnages sont très drôles. Il y a donc Thorfinn, le viking, qui est mort foudroyé là il y a plus de 1000 ans. Il y a Flower, la hippie de Woodstock, qui est morte après avoir pris trop de drogue avec son trouble. Voilà. Il y a Trevor, un peu le loup de Wall Street, mais version Jiffy, qui est resté un peu coincé dans les mœurs du coup des années 90 et qui n'a pas du coup connu MeToo. Voilà. Donc c'est plein. En fait, c'est un petit panel comme ça de personnages qui les accompagnent. Il y a des gags qui sont plus réussis que d'autres, honnêtement. Voilà, c'est vraiment une petite série toute mignonne, hyper feel good. Ouais, pour moi, il y a un petit côté cozy Halloween. Donc là, on l'a mis en ligne, tu vois, en janvier. Moi, j'aurais bien aimé qu'on me la mette en ligne, genre octobre-novembre, tu vois. Parce que vraiment, il y a ce côté cozy Halloween. On a envie de se mettre un drap sur la tête et avec des trous au niveau des yeux. Écoute, Juliette, tu fais ce que tu veux. Donc voilà. Donc non, moi j'ai trouvé ça super. J'ai pas vu la version anglaise. Elles sont sorties à peu près en même temps, les deux versions. Donc je m'aventurerai pas à faire une comparaison. Mais franchement, c'est super chouette. Si on cherche un petit truc feel good, c'est 20-22 minutes l'épisode à regarder en mangeant. Donc voilà. Et j'en profite aussi pour dire que ça va être adapté avec une version française qui va arriver très bientôt sur Disney+. On vient juste d'avoir la date. Ça arrivera le 9 avril sur Disney+. Donc l'idée, le pitch est le même, mais évidemment ça se passe en France avec un cast français, donc avec notamment Camille Chamou, Fred Testo, Monsieur Poul, Bruno Sanchez, Camille Combal, Natacha Lindinger et j'en passe et des meilleurs. Donc honnêtement, je pense que c'est prometteur. Ouais. En fait, s'ils y vont à fond dans le côté aussi fantôme à la française, puisque l'intérêt aussi de la série, c'est de revisiter l'histoire du pays et des époques à travers des personnages complètement fantasques. Voilà. Donc, s'ils arrivent à faire ça en France, je sais pas, avec des révolutionnaires, que c'est Jeanne d'Arc, quelqu'un qui s'est fait couper la tête, enfin voilà. Honnêtement, ça peut être très chouette. Ok, une petite pépite, voilà, très sympa. Je préviens, s'il y a Jeanne d'Arc, je demande des royalties. Hein. Voilà. Alors, le tournage est terminé, donc à mon avis, s'il y a Jeanne d'Arc, tu arrives tard. Peu t'importe. Bon, alors voilà, on pouvait pas ne pas lier les deux programmes fantômes, même si ça n'avait rien à voir, mais ça aurait été sympa de finir par un truc un peu détente, parce que là, Émilie, clairement, toi, ton coup de cœur, c'est un coup de cœur, mais c'est pas détente. Voilà, c'est un coup de cœur, mais avec un hic, je crois. Oui, quand même. Un coup de cœur avec un petit coup de griffe. Donc voilà, vous avez Juliette, on nous a remonté le moral. Je vais vous le plomber. Hein. Moi, je voulais vous parler du doc La chute de P. Diddy, donc Puff Daddy, pour les plus anciens, et je sais plus quel nom on est censé lui donner parce qu'il en a eu à peu près 254. Diddy, voilà, qui est donc un rappeur un rappeur multimillionnaire qui a fait énormément de tubes et surtout qui a fait énormément de mal, notamment en organisant des immenses fêtes où il aurait drogué des femmes, même des hommes, pour des orgies. Enfin voilà, c'est tout ce qu'on adore. Et donc c'est ça que raconte. En fait, le documentaire revient à la fois sur ses débuts, comment il a eu cette montée en puissance assez rapide, et comment il a construit un espèce de système dans la musique, comment il est devenu complètement très important, et comment en parallèle, avec ce pouvoir et avec tout cet argent, il a utilisé tout ça pour assouvir tous ces fantasmes sexuels dégueulasses. Tout est parti en plus d'une vidéo de son ex qu'on voit battu par lui dans un couloir d'hôpital, dans un couloir d'hôtel. Je suis désolée, j'ai beaucoup de mal ce matin. Dans un couloir d'hôtel. Et en fait, il y a beaucoup d'intervenants dans ce doc qui est très très bien fait, qui est donc sur la plateforme, qui est en 5 épisodes. Le petit hic, c'est que donc les 2 premiers épisodes sont sortis le 27 janvier, jour de mon anniversaire. Je me dis, oh, c'est chouette. Happy birthday to me, un petit doc de faits divers, j'adore ça. Je regarde les 2 premiers. Et là, je me dis, elle est où la suite? Le lendemain, on nous remet 2 épisodes. Je dis, très bien. Enfin, voilà, je regarde. Déjà, je comprends pas trop pourquoi en 2 jours, c'est un peu improbable. Et j'arrive à la fin du 4e, qui aurait pu être la conclusion du doc, en vrai. Et une semaine plus tard, je m'en mets sur Max, qui est devenue une de mes plateformes fétiches, si je suis totalement honnête. Et là, je découvre qu'il y a un 5e épisode qui sort de nulle part, qui n'a pas été annoncé.
et juste un en plus. Et en fait, vraiment, je me dis, mais comment complètement foirer la mise en ligne d'un doc qui est vraiment très fort, très important, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants et d'intervenantes. En plus, le 5e épisode, c'est son assistant qui dévoile des vidéos, des textos, qui raconte aussi une expérience traumatisante qu'il aurait vécue à cause de lui. Donc, c'est vraiment un des épisodes les plus forts. Comment complètement ruiner ton doc, qui est encore une fois très important, simplement parce que tu sais pas trop quoi en faire. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé chez Max. Je ne sais pas si le mec de la programmation était venu à un apéro avec nous. Visiblement, c'est le cas. Mais ouais, réveillez-vous les gars. En fait, en plus, sur un sujet aussi important, faut pas se chier, quoi. Ouais, moi j'étais de trop bonne humeur tout à l'heure. En fait, du coup, j'ai un coup de gueule sur le coup de cœur d'Émilie. Sur moi? Oh là là, Sur ton coup de rebondissement dans Cyberstream. Allez, twist. Tu rebondis sur moi. Donc, ouais, moi, en fait, quand on a su qu'il y avait ce doc sur P. Diddy, franchement, ça m'a fâchée parce que alors, j'aime beaucoup les docs faits divers. J'en ai notamment ceux de Netflix, on en a pas mal parlé ici et tout. Le problème que j'ai avec ce doc, que par ailleurs je n'ai pas vu, donc honnêtement, je peux pas en juger la qualité. Voilà, c'est avec le timing et pas de diffusion, mais de sortie. En fait, l'affaire, elle est même pas jugée. Pour moi, c'est le genre de doc qui sort trop tôt. On parle quand même de dizaines et de dizaines et de dizaines de victimes. On n'a pas encore démêlé le vrai du faux. Peut-être que Jay-Z, il est dans le coup, peut-être qu'il n'est pas dans le coup. En fait, on n'en sait rien. Il n'y a rien qui a été jugé. L'enquête, elle est encore en partie en cours. Et moi, ça me dérange vraiment qu'on se jette un peu sur ce truc qui va forcément faire de l'audience parce que P. Diddy, c'est une énorme star. Et il y a un côté franchement morbide. Alors moi, j'ai pas de souci avec les docs faits divers, mais quand on y apporte du recul, en fait, du recul, de la perspective, c'est ça aussi qui est intéressant. Là, oui, on peut aller chercher des témoins et tout, mais c'est des témoins qui n'ont pas encore témoigné à la barre. On ne sait pas qui va être gardé, pas gardé dans l'affaire. Enfin, voilà. Donc, pour moi, il y a un vrai problème éthique avec ce genre de doc. Et d'ailleurs, Max vient d'annoncer qu'il sortait un doc sur Luigi Mangione, qui est le jeune homme qui a abattu un PDG d'un groupe pharmaceutique d'assurance de santé aux États-Unis. Là, mais c'était genre en fin d'année dernière. Le mec, il est tout juste arrêté. Il y a eu un doc qui a été annoncé. Alors, je ne sais pas si c'est celui-là, mais il y a eu un doc qui a été annoncé quelques jours ou une semaine à peine après l'affaire. Et en fait, moi, ça me pose un vrai problème parce qu'en en fait, on vend quelque chose au spectateur qu'il n'aura pas vraiment. C'est-à-dire, on promet tous les dessous de l'affaire, qu'est-ce qui s'est vraiment passé et tout, mais sauf qu'on ne sait pas et qu'à un moment donné, faut aussi laisser la justice et puis le temps faire son travail aussi pour laisser tout le monde se déclarer, laisser le temps aux victimes aussi de prendre la parole. Et voilà, je voulais dire ça parce que c'est un problème qu'il y a beaucoup aux États-Unis, mais c'est aussi un problème qu'on a en France. J'avais été très gênée l'an dernier quand W9, à peine on avait retrouvé le corps de Marwan Béréni, l'acteur de Plus belle la vie. À peine on avait retrouvé le corps, il était, je suis sûre, même pas encore à la morgue, que W9 annonçait déjà une enquête exclusive ou un truc comme ça. À un moment donné, un peu de décence, quoi. Je n'ai pas de souci avec les faits divers. Juste, faut laisser le temps au temps, quoi. Et je vais rebondir sur ce que disait Juliette pour info, pour ceux que ça intéresse. Donc le procès commence le 5 mai. Je suis d'accord avec tous les arguments de Juliette, bien évidemment, et comme toujours. Le procès commence le 5 mai. Il y aura un autre doc qui sera sur Netflix cette fois-ci. De mémoire, je crois qu'il est produit par 50 Cent et qui reviendra. Ouais, ça va être super objectif. Et qui reviendra aussi sur cette affaire, mais en incluant le procès. Ok. Voilà. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que je te rassure. Oh, d'accord. Et on va conclure ce tour de table par un coup de cœur également de ma part. Oui. Alors moi je vous emmène au paradis avec la série Paradise qui vient de sortir sur Disney+, qui est en cours de diffusion au moment où on enregistre. On en avait parlé un petit peu le mois dernier et écoutez, voilà, moi j'ai pas été déçue. On avait tous un peu dit qu'on y croyait sur le pitch qui était assez intriguant, alléchant. Donc ça commence avec le président des États-Unis qui est retrouvé assassiné dans sa chambre et l'agent du FBI chargé de sa sécurité met du temps avant de donner l'alerte et se retrouve un petit peu suspect de cette mort et donc on suit l'enquête. Paradise, on nous avait promis dès le premier épisode un énorme rebondissement, plot twist à la fin du premier épisode. Donc moi dans ces cas-là, je suis toujours un peu
partagé, parce que du coup, ce rebondissement, je l'attends, je le cherche dans l'épisode et je l'avais quasiment trouvé. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Mais voilà, mais l'effet de surprise est quand même là. L'idée, effectivement, est très bonne. Je peux pas dévoiler parce que sinon, Marc, tu étais d'accord avec moi, ça déflorerait tout. Là, c'est tellement, en fait, ça fait tellement. Il faut le voir. C'est ça. Voilà. En fait, des fois, on spoil ici, parfois, Émilie. Mais là, ce serait vraiment gâché. Voilà, là, ce serait vraiment gâché pour le coup, et effectivement, ça retourne complètement la vision qu'on a de la série à partir de l'histoire à partir de ça. Et du coup, moi je trouve que l'histoire fonctionne bien en mode un peu thriller, un peu science-fiction, voilà. J'adore toujours autant Sterling K. Brown, l'acteur principal, qui était l'un des héros de This Is Us et Paradise. C'est la nouvelle série effectivement de Dan Fogelman, le créateur de This Is Us. Voilà, il y a Julianne Nicholson, vous en aviez parlé les filles. Elle a un rôle qui est assez extraordinaire dans cette série. Voilà, pas mal de rebondissements à chaque épisode et des surprises aussi parce qu'il y a des rebondissements auxquels je ne m'attendais pas aussi vite. Je pensais que ça viendrait plus en saison 2, saison 3, voilà. Donc assez curieuse de voir la suite. Et donc Disney avait mis en ligne les 3 premiers épisodes et là maintenant c'est au rythme d'un épisode par semaine. Voilà, donc ce qui est assez agréable et je serai au rendez-vous pour la suite. Et Dan Fogelman a déjà annoncé qu'il voulait faire 3 saisons. 3 saisons, je crois. Ouais. Donc visiblement il a en tête un arc et une histoire bien défini. Un peu comme This Is Us, effectivement, à l'époque. Ouais. Et on retrouve un peu... Alors, c'est pas du tout le même sujet. This Is Us, c'est une série familiale. Là, on est plutôt sur un thriller, on va dire. Mais on retrouve quand même sa patte, notamment dans le rebondissement et la narration en flashback aussi, qu'il utilisait déjà à l'époque. Voilà. Alors, le programme dont on va parler dans la prochaine partie de Superstream, je pense, aurait pu avoir sa place dans les coups de cœur du mois. Je pense pour éviter qu'on se batte pour savoir qui allait le prendre, on a décidé d'en faire le parti pris. Bref, on en parle tout de suite.